C'est le retour de la pause et on revient donc sur le Niger dont nous parlions avant la pause avec l'annonce de la contribution de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme dans les États de l'Alliance du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Selon le président de la commission de la CEDEAO, chacun de ces pays recevra une enveloppe d'1,9 million de dollars américains en guise de soutien donc de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. Toujours avec mes deux invités, Francisco Nampokura et Chris Ega. Vous avez maintenant la parole parce que on a longtemps accusé la CEDEAO de ne rien faire pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Voilà qui est fait. Oui, ben, je crois que mais cela tient d'un paradoxe. Cette aide financière que la CEDEAO apporte en ce moment à ces pays-là, je dis tient d'un paradoxe, en ce sens que cela intervient dans un contexte où la Russie est en train de faire le travail finalement au Mali. Et vous avez le cas de ce qui s'était passé au Gao, bien que je ne sais pas comment le dire, à Gao, voilà, la dernière fois. Et en quelques jours. De Gao, de Kidal. De Kidal. C'est Kidal. C'est Kidal, voilà. En quelques jours, on a pu régler un problème qui date de 7 ans, de 8 ans, parce qu'il était dit que la situation était insoluble, la situation était à l'avantage des rebelles, des Touaregs qui ont pignon sur rue dans la région. Maintenant, si dans un contexte où la Russie est en train de se faire passer pour maître de la situation qui a aidé à libérer Kidal, la Russie qui est en train de s'implanter maintenant au Burkina Faso, à vive allure, la Russie qui s'implante, qui va s'implanter au Niger. Vous savez que le président de la transition voit d'un bon œil, Tchani voit d'un bon œil ce qui se passe ailleurs, qui a arrangé la situation sécuritaire autant de la meilleure façon. Et cette situation-là qui aujourd'hui est en train de se rosir, on l'a pas vu depuis 8 ans, depuis 9 ans, quand on a envoyé toutes les forces dans la région. La France y est passée. Les Américains sont sur les lieux. Les Allemands étaient arrivés. L'Union européenne a envoyé des forces venant de l'Union africaine. Tout le monde a utilisé presque toutes les forces. Même nos soldats togolais. Toutes les terminologies possibles. C'est au moment où toutes ces forces-là sont renvoyées chez eux que maintenant le travail est en train d'être fait le plus proprement que par le passé. Et c'est dans ce contexte-là que la CEDEAO intervient. Je crois que c'est un acte que la CEDEAO pose pour avoir de la bonne conscience, parce que justement, ce procès-là lui est fait. Il lui a demandé ce qu'elle sait faire pour sauver les pays de la sous-région de ces avatars sécuritaires. Et je crois qu'aujourd'hui, son aide intervient dans un contexte où on se dit d'autres sont en train de faire le travail à notre place. Et il faut le dire, ce n'est pas parce que la Russie fait ce travail aujourd'hui à notre place qu'on va se dire qu'on doit se dire que ben voilà, c'est bien, il faut que ça se pousse. Il faut que les Africains prennent leur destin en main. Si nous devons nous sauver, ça ne peut être que par nos propres efforts, en forgeant une force qui soit prête à intervenir. Pas forcément sur le plan national, mais sur un plan supranational. Une force comme ça a été évoqué, mais cette force-là n'a jamais pris corps parce que le financement, on l'attend sans doute de l'ONU, ou bien de l'Union européenne, ou bien des États-Unis, que cette force qui est une force de tontine, que les Africains de la sous-région doivent mettre ensemble pour créer et faire en sorte que ce souci sécuritaire-là soit levé. Il faut qu'on travaille toujours à créer cette force-là. Lorsqu'on fait le travail par la Russie à un moment donné, il faut le dire, aura les mêmes moelles aussi, en ce sens que les problèmes de sécurité se posent aussi en Russie. Et nous sommes des pays souverains. Si on est jaloux de notre souveraineté, il faut qu'on sache aussi être jaloux de ces actions-là, qui sont des actions propres, qui nous permettent d'affirmer notre identité, d'affirmer notre souveraineté. Mais lorsque la Russie est arrivée
arrivé, on se dit que maintenant, il faut qu'on le voit faire le travail. Je crois que ça aussi, ça tient d'une supercherie. La CEDEAO intervient pour aider. La CEDEAO veut se donner bonne conscience. La CEDEAO veut éviter le procès comme quoi elle ne sait rien faire sur le terrain concrètement. Mais si la CEDEAO veut commencer aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard de mieux faire. Il faut que cela soit dans un cadre bien étudié, dans un cadre permanent, un cadre qui va au-delà du temps, parce qu'il ne s'agit pas de faire un saut de puce. C'est-à-dire on donne 1,9 milliard aujourd'hui à tel pays. Après, l'aide là ne peut arriver que peut-être 10 ans plus tard, on ne va plus en parler du tout. C'est ce que j'appelle saut de puce. Si on veut le faire et que cela réussisse, il faut que ce soit dans un cadre concerté, un cadre formel, un cadre bien étudié avec des spécialistes qu'il faut pour que cela se pérennise. Mais le faire ponctuellement et aller se reposer sur ses lauriers, je crois que ça aussi, ce n'est pas une chose à faire. Oui, et Chris, ils ont trouvé l'argent où? La CEDEAO a trouvé l'argent où? Qui les a financés? Vous venez de parler de la Russie. Vous dites que on ne peut pas prendre les forces russes pour chose. Je lisais dans Pas Express, il y a quelqu'un qui dit souvent armée des mains. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'armée. C'est-à-dire qu'on a formé tellement nos forces de sécurité, nos forces de défense à la légère. C'est-à-dire qu'ils ne sont prêts que pour mater leur population. Mais pour aller au front, c'est des problèmes. Beaucoup sont des militaires de salon. Quand ça tire, il y en a qui pissent dans leur froc. Des galonnés. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont jamais fait le combat. C'est ça ce que nos armées sont devenues, que le professeur Solantan m'appelle milice prétorique. Vous comprenez? Mais dans ces conditions, ces gens ne sont pas encore outillés pour aller au front. Donc il faut des gens qui ont fait la guerre, comme les Russes, comme des choses pour aider. Et en plus, ce qu'on nous vend comme des armes, vous savez, on a beaucoup de problèmes. Hein. Ce qu'on nous vend comme des armes, mais peut-être c'est des armes qui sont déjà désuètes et même des munitions. Le Premier ministre malien en avait parlé. Oui. A décrit la situation. C'est dramatique. C'est ce que les gens tragique. C'est ce que les gens nous vendent. Mais quand vous avez en face, par exemple, les Turcs ou la Russie, mais qui sont en perpétuelle fabrication, c'est-à-dire que sur le terrain ils en ont pour, c'est pas qu'ils ont des stocks pour déstocker et vendre. On vous vend les choses pourries, ils vous vendent des choses qui peuvent aller sur le terrain. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons des forces qui ont été, de défense et de sécurité qui ont été formées au rabais, donc qui ne sont pas des forces de guerre. Donc ça veut dire que on a détourné la mission de l'armée sur la protection civile, et maintenant également le matériel. Mais il a fallu que ces histoires se passent, que les gens tournent vers la Russie pour pouvoir avoir, ou la Turquie pour avoir les aéronefs. Sinon, même chez nous ici au Togo, notre force militaire, on n'en avait plus. On s'est peut-être renforcé il y a plus de temps. Mais si vous voulez attendre d'autres personnes comme les Occidentaux pour nous livrer, ils vont nous livrer des choses déjà qui sont choses comme au Mali. On nous a dit, le fils de Ibeka, il est parti acheter des hélicos qui n'ont jamais évolué. Ils achètent. Mobutu a eu cette trahison. Ils se comptaient sur les armes qu'ils ont achetées. D'autres, les munitions ne pouvaient pas aller. D'autres, on met les balles, mais les études tombent. Mais c'est ça. On vous empêche même d'acheter du matériel qui soit adapté au terrain. Voilà, donc on était arrivé à un niveau où on est obligé d'avoir une puissance pour nous épauler. Mais à un moment donné, il faut aller dans la dimension où il y a au fur et à mesure un transfert, d'accord, de compétences, un transfert de technologie, et qu'on ne soit pas toujours derrière, voilà, des experts étrangers qui vont venir. Donc, c'est maintenant que nos armées sont en train d'être reformées
pour être des armées de guerre. Sinon, nous avions des armées, des forces de sécurité dont la mission a été détournée pour protéger des gens ou pour, disons, réprimer des civils. Donc, cela, ils sont forts. On a aussi souvenance que vous l'avez dit, l'image de la CEDEAO était écornée. On l'a accusé de tous les noms d'oiseaux. Pourquoi, en novembre, que cette aide, ça a été annoncé, mais je ne saurais pas dire si c'est débloqué, pourquoi les pays bénéficiaires même n'en ont pas fait communication? Oui, parce que peut-être, sans doute qu'ils sont encore dans l'étonnement. Ils sont encore dans l'étonnement. Et puis, peut-être ils savent pas trop quoi dire de ça. Ils savent pas si c'est un subterfuge, ce qui sera derrière comme communication. Mais je me demande si un travail a été fait en amont pour annoncer cela et pour travailler avec les régimes en place, qui sont des régimes de transition, qui ont été à un moment donné unis par la CEDEAO, qui sont aujourd'hui les partenaires de la CEDEAO au Mali et qui sont ses partenaires au Burkina Faso, au Niger. Je crois que la CEDEAO est en train de revenir sur la pointe des pieds. On va attendre un peu pour voir si dans quelques semaines la CEDEAO ne va pas lever ses sanctions contre le Niger. Le fait même que d'apporter cette aide-là, qui sont les partenaires, je crois, Tampa l'a dit tout à l'heure, qui sont les partenaires de la CEDEAO aujourd'hui au Niger. Dans quel cadre cette aide-là qui est apportée sera utilisée? Et quel est le plan d'utilisation? Quel est le plan même de financement? Parce que lorsqu'il est dit qu'on va donner 1,9 milliard de dollars à tel ou à tel pays, 2,5 milliards à tel pays, sans doute que ces fonds ne seront pas apportés d'un seul bloc. Peut-être que ça va être ça va être échelonné. Oui. Ça va être comme ça. Je ne suis pas sûr que cela soit apporté d'un bloc. Et puis, quel est le plan qui est établi? Est-ce qu'un travail a été fait? À tout hasard, c'est des pays rebelles qui sont en train de créer leur monnaie. Donc voilà. Communiquer aussi pour dire que bon, la CEDEAO a accordé un appui un appui financier au pays. Sur le contexte, la CEDEAO complètement décrédibilisée, qui quand même accompagne, qui sympathise. Oui, je me dis que quand c'est fait comme ça veut dire qu'il y a un problème. Et je me demande, et c'est pour ça que je me demande à savoir si un travail est fait en amont, parce que lorsqu'on apporte un fonds comme ça, il y a la manière de l'utiliser, il y a le cadre, il y a le cadre d'usage. Quel accord est derrière? Quel accord? Et puis, est-ce que ça va être donné en combien de temps? Est-ce que c'est en 1 an, en 2 ans? Et puis les autorités de transition qui sont là en ce moment, est-ce qu'elles seront là pendant encore 1 ou 2 ans? Je crois qu'il se passe beaucoup de choses et de telle sorte que l'annonce qui est faite maintenant, si tel n'est pas le cas, que la CEDEAO veut profiter d'un effet d'annonce au moment où le contexte sécuritaire a changé. Ça, on insiste là-dessus. L'aide là intervient dans un contexte où le travail est fait par une puissance étrangère. Et ce travail-là semble être bien fait. L'aide là intervient dans un contexte où les organisations de défense qui ont été insérées ont été complètement démantelées. La France qui a été renvoyée. Les autres organisations ont été priées de plier leurs bagages. Et je crois que maintenant, cette aide intervient dans ce contexte-là. Le contexte n'est pas anodin. Il faut l'analyser et voir qu'est-ce que la CEDEAO est en train de faire. Pourquoi la CEDEAO ne communique pas? Sans doute qu'on va poser des questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quel est le cadre d'usage des fonds que vous apportez en ce moment? De quelle façon? Qu'est-ce que vous recommandez? Parce que quand il y a aide, il y a eu des recommandations. Qu'est-ce que la CEDEAO fait? Donc je me dis que maintenant nous devons attendre de voir comment la CEDEAO compte-t-elle apporter ces fonds, ou alors je dirais que c'est un paradoxe et ce paradoxe-là doit être explicité pour que nous puissions mieux comprendre. Est-ce que c'est à Bazoum qui va remettre l'argent pour gérer? C'est un problème. Donc ce que vient de faire la Cour de justice de la CEDEAO, c'est une erreur fondamentale, et je fais le rapprochement. L'ambassade des États-Unis, la nouvelle, puisque ça fait 2 fois, on ne sait pas quel message l'Amérique est en train d'envoyer, parce qu'à l'arrivée de Tiani et du général Tiani au pouvoir, il y a déjà eu
Je pense que c'est la même. Elle vient juste de présenter. Ah, c'est maintenant qu'elle présente la lettre de créance au ministre des Affaires étrangères et attendra prochainement pour les présenter au chef de l'État. Au chef de l'État. Donc, quand d'autres sont en train de légitimer, d'autres disent que ce n'est pas légitime. Donc, à eux de voir, mais aujourd'hui, il appartient au pays. Chaque pays doit savoir ce qu'il faut accepter comme cadeau. Et qu'est-ce qui est derrière comme convention à signer, dans quel droit. Et ce n'est pas anodin, c'est au moment où ces pays se retirent du franc CFA. Est-ce qu'ils l'ont pas annoncé? Oui, ben c'est les réseaux sociaux qui disent plein de choses. Oui. Jusque-là, on attend de voir. Oui, c'est les menaces qui retiennent l'attention des gens. Et n'oubliez pas que ces pays ont pris des décisions très importantes pour remettre en cause les accords coloniaux. Donc, imaginez, vous prenez toutes les sociétés étrangères qui sont basées dans nos pays, ne paient pas les impôts dans nos pays. Ils paient les impôts chez eux. Donc, c'est comme si c'est leur territoire qui est ici. Donc, la remise en cause de ça. Parce que ce que moi je sais, j'ai fait un sondage sur cette affaire. Beaucoup de pays sont emballés. Ça, il ne faut pas le reconnaître. C'est-à-dire que le fait d'avoir été longtemps dans les missions des Nations Unies, que ce soit les militaires et autres, vous vous rappelez même que dans le procès de la Guinée, le colonel Pivi, c'est-à-dire que celui qui est en cabale, avait dit comment presque il était en train de dire ce qui s'est passé et on avait laissé Samuel Doe, on a livré Samuel Doe. Et il était en train de dire que ça, il faut que Pivi revienne un jour pour nous dire comment ça s'est passé. Donc quand vous allez vous approchez des forces de l'ordre de défense qui ont été longtemps dans les missions des Nations Unies, mais vous découvrez que, en fait, on va juste pour protéger les terroristes. On va pour protéger les terroristes. Même quand les gens veulent sortir aujourd'hui, on sait que ce jour, les gens là vont sortir. On peut vous envoyer en patrouille sans les blinder. Ah oui, dans cette histoire, je dis, dans l'affaire du Niger, nous on a perdu un jeune frère, chauffeur, ils sont sautés sur une mine, et Kassam Gilbert. Nous avons fait l'école primaire ensemble et autres, mais ils ont sauté sur une mine. Et quand on vous entretient, peut-être on va vous amener au Sénégal pour faire quelques premiers soins, et on vous débarque au pays, c'est fini. Alors que c'est des impacts à vie. Donc c'est comme ça, les gens vont, on sent que on leur dit de ne pas tirer, alors qu'ils sont en face des gens qui tirent sur eux. Mais quand vous allez à une ou deux missions comme ça, à un moment donné, vous sentez que, en fait, on ne va pas pour aider le pays à se protéger, et beaucoup de militaires se posent la question. Donc quand ça va arriver chez nous un jour, c'est comme ça que je... Donc il y a beaucoup qui veulent sortir de cette chaîne, et surtout, comme je l'ai dit, le plan économique où les gens sont chez vous, ils ne payent pas les impôts. On va évoluer, si vous permettez, on n'a plus trop de temps maintenant, il reste encore deux sujets. D'abord, c'est le Burkina Faso, avec ce projet de loi révisant la Constitution. Le projet de loi a été adopté le 6 décembre dernier, et dans ce nouveau projet de loi, désormais, les langues nationales deviennent des langues officielles à la place du français, qui lui autre est relégué au rang de langue de travail. Donc, ce sont les innovations majeures de ce nouveau test, l'érection de langue nationale en langue officielle au lieu place du français, qui revient en langue de travail. On se rappelle que le Mali avait déjà pris pareille décision dans sa nouvelle constitution il y a quelques mois de cela. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je me pose la question de savoir ce que ça veut dire concrètement. Quelle prise ça a sur la réalité, sur les réalités du terrain, lorsqu'on dit que les langues nationales deviennent des langues nationales officielles. Et le français devient langue de travail. Qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain? Je crois qu'il y a, avant même de faire des annonces du genre, il y a un travail à faire sur le terrain. Je crois que c'est une annonce vengeresse, et parce que tenant compte du contexte que ces pays-là traversent, parce que la France nous a tenus dans son précaré pendant
pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années. Maintenant que nous semblions sortir de ce carcan-là, de ces camisoles de force que la France nous a portées, il faut poser des actes de souveraineté qui prouvent que nous avons la situation en main. Une fois passée cette période d'annonce, qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? C'est la question que je me pose, en entendant des annonces du genre. Maintenant, il faut qu'un travail soit fait sur le terrain pour donner maintenant autorité aux langues nationales qui sont devenues des langues officielles. Et puis, lorsqu'on parle de langue nationale, de quelle langue parle-t-on? Nous prenons par exemple le cas du Togo. Quelles sont les langues nationales que nous avons au Togo? Le Togo, nous avons une cinquantaine de langues. Je crois que autour de 53, nous avons 42 ethnies. Entre-temps, on a essayé quelque chose au Togo, on a monté en épingle. Non, il y a certaines, c'est vrai, langues qui sont communément parlées. On a monté donc le cabien élevé. On a commencé par enseigner ces langues-là dans les écoles. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ces projets-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont les avancées qu'on a enregistrées? Quelle est l'autorité qu'on a donnée à ces langues-là? Est-ce que nous-mêmes, nous avons compris que nous ne pouvons nous évoluer que par ces langues-là? Quelle est la politique linguistique qu'on adopte dans nos différents pays avant de dire que les langues-là deviennent des langues officielles? Par quoi sont-elles devenues officielles? Je crois que une fois passés ces instants d'annonce, il faut qu'un travail soit fait sur le terrain. Et je me pose souvent une question. Aujourd'hui, lorsque nous écrivons nos langues, nous les écrivons par la phonétique. La phonétique, c'est-à-dire, c'est ce que vous écrivez le son. Aujourd'hui, lorsqu'on écrit élevé, on écrit la phonétique. C'est avec ça qu'on écrit le français lorsqu'on apprend aux gens à lire le français. Lorsque vous prenez les dictionnaires, c'est lorsqu'on veut vous indiquer la façon dont il faut prononcer un mot, on écrit exactement, c'est la phonétique qu'on utilise. Ces signes-là ne nous appartiennent pas. Nous ne pouvons pas nous approprier ces signes. Les langues nationales qui deviennent des langues officielles dont on parle aujourd'hui sont écrites par la phonétique française. Et nous avons cet art-là qui nous spécifie, qui nous qualifie, et nous disons que lorsque nous voulons que les Français partent, ce que nous trouvons à faire, c'est d'annoncer que, vous partez avec votre langue, sachant que dans les administrations, nous utilisons toujours leur langue. Sachant que sur le terrain, nous travaillons tous les jours à enseigner le français, même dans les basses classes, au lieu d'enseigner, par exemple, nos langues. Aujourd'hui, même dans les maisons, pour question de modernité, les gens ont tendance à parler français à leurs enfants, alors que ces enfants-là sont dans une société où la langue la plus parlée est une langue nationale. Ouais. Donc, lorsque nous avons des incongruités, nous cultivons ces genres d'incongruités, mais lorsque nous voulons peut-être faire un clin d'œil à l'opinion, nous faisons ces annonces-là. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, mais il faut que cela soit fait dans un cadre politique qui investisse nos langues, qui leur donne pouvoir. Il faut qu'on crée un cadre linguistique avec des spécialistes qui étudient les questions de la langue. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'on ne peut plus créer l'écriture parce qu'on sait écrire français, on sait écrire anglais, on sait écrire chinois. Les Togolais aujourd'hui apprennent plus le chinois que leur langue officielle. On sait écrire ces langues-là. Donc aujourd'hui, nos linguistes sont devenus si paresseux qu'ils croient qu'il n'y a plus de recherches à faire pour inventer une écriture. Est-ce qu'on ne peut pas inventer une écriture avec laquelle, ou bien des signes pour écrire par exemple les V, pour écrire Kabia, pour écrire Lamba, pour écrire Bassa, etc. Est-ce qu'on ne peut plus créer aujourd'hui des signes? C'est impossible. Nous avons cet art que nous traînons, mais nous faisons un procès aux colons, aux anciens colons, ou bien aux néocolons, qui sont toujours avec nous aujourd'hui. Et de grâce, lorsque nous sachons faire ces genres d'annonces, il y a un travail qui doit être fait en amont pour que on puisse nous prendre au sérieux. La question de langue est une question trop sérieuse. Si vous voulez qu'on en parle, franchement, invitez-nous sur ce plateau la question de langue, mais on pose le débat sur le sujet. Qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les politiques
Où en sommes-nous aujourd'hui avec nos académies élevées, qu'est-ce que les gens font là? Les académies cabières, qu'est-ce que les gens font là? Mais quelles sont les langues dominantes? De quelle façon sont-elles devenues dominantes? Quelles sont les langues de commerce? Quelles sont les langues les mieux parlées dans les administrations? Il y a des questions qu'on doit se poser. Nul ne pose ces questions-là aujourd'hui. Est-ce que ces questions-là sont posées par exemple au Togo? Francisco, oui, c'est plus politique ce genre de changement dans la Constitution? Oui, il y a des annonces populistes. Je rappelle simplement, c'est-à-dire que le Rwanda avait chassé le français. Mais à un moment donné, c'est eux qui sont à la tête de la francophonie présentement, qui créent même des problèmes dans la région des Grands Lacs. Et vous savez, c'est ça. On est dans un populisme, tout le monde, chose. Et la France, on ne peut pas chasser la France comme ça du jour au lendemain. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas une décision. Voilà, la preuve, elle est limitée. On dit, il y a langue officielle et langue de travail. Bon, il faut qu'on nous explique en quoi telle est officielle et telle est langue de travail. Je crois que les Sénégalais n'ont pas fait trop de bruit, mais quand vous suivez, quand vous suivez leur télé, beaucoup de chaînes, ils parlent le Wolof qui s'est imposé comme chose. Et puis quand même leur président de la République, quelle que soit chose, mais il parle le Wolof. Et il parle Wolof, c'est chose, un des reproches qu'on fait à Karim Wade, qu'il ne sait pas parler, parce qu'au Sénégal, tu ne peux pas arriver au pouvoir sans comprendre le Wolof. Mais pas plus tard qu'hier, que j'étais avec des amis, des frères qui disaient que au Togo, bon, quand vous allez au nord, on parle facilement le Mina ou le V sur des chaînes radio, mais on constate que à Lomé, pratiquement, sinon au sud, pratiquement les langues du nord sont boudées. Et rares sont ces chaînes, on va parler des zéphyrs et puis quelle chaîne qui en parle. Bon, j'ai quand même essayé d'expliquer parce que c'est une question de radio de proximité. Et donc, les gens ont créé leur radio, ils ont déposé les dossiers à la HAC et autres compte tenu et ils ont dit ce qu'ils vont faire dans ça. Donc, voilà aussi des facteurs. Donc, pour décider que telle langue soit officielle ou pas, je crois que c'est dans les actes. Je viens de donner l'exemple du Rwanda et puis de l'autre côté du Sénégal qui a fait du Wolof une langue nationale. Même le Rwanda, c'est l'anglais qu'ils avaient adopté. Et ils ont ramené à la place du français. À la place du français. Mais quand nous allons du côté de l'Algérie, même au niveau de la Mauritanie, on aurait pu venir avec le Kenya. Voilà, les gens à l'Assemblée et autres parlent la langue nationale. Donc, si on veut en arriver, on n'a pas besoin de décréter ça aussi comme ça, mais il faut les traduire essentiellement dans les faits. Comme il dit, bon, il y a beaucoup d'écriture des langues. Je crois qu'on a quand même évolué un peu. Il y a des signes. C'est que les gens ne le savent pas. Mais par exemple, regardez la dernière fois dans un numéro, je crois c'était 46 de Tampa Express, nous avons fait écrire, par exemple, ce que les gens quand même disaient pour se moquer ou bien pour blaguer. Et par exemple, manger, on va partir. Et puis nous, on l'a écrit, on ne l'a pas écrit de façon juste phonétique, mais nous avons demandé à des académiciens qui l'ont chose. Donc quand vous lisez Tampa, des fois, vous avez que ce soit la langue Bassar ou Mina et V, on les écrit normalement avec les signes. Donc on a des académies. Bassar, par exemple, à son académie, il y a Atakpamé, les Ifè également, il y a les Kabiens, il y a beaucoup de langues. Même la Bible, le Nouveau Testament, est écrit par exemple en Bassar. Et c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Non.
enseigne l'orthographe, il y a l'alphabet Bassa. Nous l'avons même publié dans notre première édition de Tampa Express. Il y en a accompagné des CD, des CD pour il y en a, c'est disponible. Si vous en voulez, quelle langue vous voulez, vous me dites. Il y a M. Pouadi Napo, il doit être présentement du côté du Cameroun, du Sénégal. Ils sont très bien là-dedans. C'est ça qu'il fait avec son épouse qui sont à l'université de Lomé. Donc, dans la tradition des langues, que ce soit, comme j'ai cité, ils ont des documents avec des CD pour apprendre à parler. Donc, voilà la décision populiste que nous devons éviter. Mais posons des actes concrets qui montrent qu'on veut aller vers, ou on est en train d'aller vers. Mais en même temps, il y a aussi peut-être quelque part une souveraineté à récupérer. Vous vous rappelez de ces incongruités dans nos écoles ici où on vous interdit de parler votre propre langue maternelle. On mettra quelque chose un signal. On vous encourager à parler la langue. Coquille d'escargot, des trucs comme ça. Ça continue encore aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai. Est-ce que ça continue? Oui, mais ça continue dans certains établissements. C'est ce que j'évoquais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, ça ne se fait pas que dans les établissements, mais on s'est approprié la chose dans nos maisons avec les jeunes filles qui veulent se montrer branchées aujourd'hui, qui ont 1 ou 2 enfants et que vous les entendez parler français, par exemple, à l'enfant, et de quelle façon? Et de quelle façon? C'est comme si aujourd'hui la société moderne voudrait que non sache parler français, comme on le fait par exemple en Côte d'Ivoire, où on tend vers une forme d'hybridation, une créolisation du français, au lieu de réfléchir à promouvoir une langue qui soit une langue d'identité, mais qui ne reste pas qu'une langue d'identité, une langue qui soit parlée à l'extérieur aussi, comme nous parlons français. Il y a une question que je me pose. Lorsque notre président va, par exemple, à l'extérieur, qu'est-ce qui l'empêche de parler, par exemple, français anglais, kabyle, pour se faire traduire? Ou bien évé, pour que les gens traduisent? Mais moi, je dis, aucun président africain, quand je prends Patrice Talon, il le fait jamais. Il va en France, il peut parler fond, on le traduit. C'est comme une blague, mais ça voudra montrer que vous donnez valeur à telle ou à telle langue. C'est un signe. C'est un signe qui marque, un marqueur fort du fait que vous voulez donner priorité à tel. C'est pour cela il faut communiquer sur ces faits de langue qui nous distinguent. Et ce sont des langues que nous commençons à parler chez nous. J'ai entendu quelqu'un le dire tout à l'heure. On peut faire les mathématiques dans nos langues. Et les enfants vont mieux comprendre. Parce que lorsque l'enfant va à la maison, on lui apprend à compter non en français, mais sa maman lui apprend à compter dans quelle langue? En français, parce que sa maman ne comprend pas français. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. À l'époque, c'est un camarade d'amphi qui m'a apostrophé. Il dit que vous les Bassa, vous êtes extraordinaires. Il dit, il y a quoi? Je dis que il y a un groupe de vos frères, quand ils sont là, si on fait l'économie, on fait l'économétrie et tout, hein. Mais quand ils communiquent, c'est en Bassa. C'est-à-dire que, voilà, ils communiquent, ils s'échangent des réponses, mais c'est en Bassa. Donc, ils trouvent que... Donc, c'est possible, hein, qu'on fasse tout ça dans nos langues nationales. Par exemple, lorsque Fort va à l'extérieur, par exemple, en Arabie Saoudite, il va parler anglais. C'est un occidental. Il va parler anglais. C'est un exemple que c'est un occidental. J'ai parlé de Patrice Talon tout à l'heure. Qui parle bon français, mais j'ai dit, de la même façon que tu parles français, et tu vas aux États-Unis, tu parles français, on traduit en américain. Mais pourquoi ne pas parler en fond? Pourquoi ne pas parler en évé? Pourquoi ne pas parler en bassa? On te traduit de la même façon. Mais tu vas quelque part, tu parles anglais, tu es togolais, tu parles anglais, tu vas même en Indonésie, tu parles anglais, on te traduit en indonésien ou bien en chinois.
Le chinois, il comprend même pas la langue étrangère que tu es en train de lui parler. Mais tu peux profiter de cette occasion-là pour parler ta langue, valoriser ta langue. Vous voyez. Donc, lorsque nous ne savons pas faire ces choses-là, mais lorsque nous sommes en but avec les Français, on sort des arrêtés, on sort des... Non, je prends par exemple tous les panafricanistes qui étaient à la tribune des Nations Unies jusqu'à je suis fâché. Mais est-ce que c'est dans leur langue ils ont vous êtes fâché? Vous êtes fâché ou bien fatigué de quelqu'un et c'est ça la langue que vous utilisez. Donc voilà, c'est Gaddafi le faisait. Gaddafi parlait. Les Arabes, lorsqu'ils vont n'importe où, ils parlent arabe. Les Chinois parlent chinois. Mais le Japonais parle japonais. Les Américains, les Français, pareil. Mais nous avons quelque chose de culturel, culturellement français. C'est comme... C'est complexe dont on doit sortir. Ça n'a pas de Je sens. se permettais qu'on puisse terminer avec le dernier sujet, le Togo, l'opposition qui réclame des discussions avant la tenue des prochaines élections. Ces élections, le gouvernement l'a déjà annoncé, elles vont se tenir avant la fin du premier trimestre 2024. L'Union des forces de changement exige une reprise urgente de discussions au sein du cadre permanent de concertation CPC. Pour l'UFC, il faut nous retrouver pour évaluer le processus électoral en cours. C'est Sénat Alipuy, le vice-président de l'UFC, qui a fait cette annonce. Le CPC, c'est un forum de discussion entre les acteurs politiques. Demander aujourd'hui qu'on puisse dialoguer, on puisse discuter, quand Sénat Alipuy dit qu'il faut évaluer le processus électoral, ça veut dire que l'opposition a du mal à lire ce qui est en train de se faire actuellement au Togo. Le Sénat à l'UPUS était dans une alliance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont tout applaudi depuis 5 ans. Voilà, maintenant qu'ils sont à l'Assemblée nationale, tout ce qui passe, ils applaudissent. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'UFC sort du silence? C'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. C'est-à-dire que nous sommes en train de conduire un pays comme une épicerie. Et on nous amène encore vers un lendemain incertain. Parce que quand vous voyez tous les commentaires, regardez le processus. Le processus est bâclé. On a fait un recensement ici. Tout le monde a dit les imperfections de ce recensement. Ben, on a continué. Aujourd'hui, on tend vers une élection 6 mois après le recensement, alors que 6 mois après le recensement, il faut revoir encore la liste, comment l'appelle-t-on? Oui, le registre électoral. On doit encore enrôler des Togolais et sortir les gens qui sont morts. Ah oui, en 6 mois. Ça a été fait parce que le fichier a été audité par... Nous reviendrons en janvier, dans notre premier numéro de Tampa Express, nous reviendrons sur ce travail du fichier électoral, même à demander, savoir d'où sort les 41-42% de population, choses. Donc, et voir que les gens ont été exclus, c'est-à-dire que non seulement exclus, qui ne seront pas votants, ils sont même exclus et qui ne seront pas candidats. Parce que si vous n'avez pas été enrôlé, de facto, vous ne pouvez pas déposer votre candidature. Voilà, donc 6 mois après, on doit encore réviser cette liste-là. C'est parce que l'OIF est venu faire la dernière fois. On doit encore rouvrir la liste et demander ceux qui sont décédés qu'on vienne avec les trucs de décès pour les élaguer, et ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, qu'on puisse les enrôler. Donc il faut les régler. Il faut voir toutes les institutions. Je crois que Madame Adjamagbo l'avait dit, toutes ces institutions qui sont à l'agonie, qui doivent intervenir dans les élections. Je prends la HAC par exemple, même qui un membre a démissionné. Et les autres membres sont là pendant plus de 2 ans. Et pour un mandat de, je crois, 4 ans. Qu'est-ce qui empêche de réformer la HAC? La Cour constitutionnelle, tout le monde le sait. Il y a des membres qui manquent. La CENI, qui est là, l'appareil qui doit organiser les élections, la CENI, son mandat est fort clos. Mais qu'est-ce qui empêche de renouveler toutes ces institutions
et aller aux élections. Donc, il faut forcément, d'accord, si on veut que ces élections soient inclusives et apaisées, d'accord, puisque personne ne nous explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu tenir ces élections en 2023, alors que c'était une parole du chef de l'État. La parole du chef de l'État ne se négocie pas. Ça a de la valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il rassure que d'ici mars, ou bien, fin mars 2024, que le délai soit tenu. Si pendant un an, on n'a pas pu. Et en matière d'élection, il ne s'agit pas seulement de la SCI. Il faut débloquer les sous. Justement, est-ce que ce n'est pas tous ces budgets qui doivent aujourd'hui faire l'objet de discussions entre partis politiques? Absolument, c'est ce que je voudrais dire, que il y a... on a du pain sur la planche et je crois que M. Napo a évoqué certains de ces points-là qui méritent d'être revus pour harmoniser les jeux, pour avoir une concordance. C'est vrai qu'on ne peut pas, entre l'opposition et la majorité présidentielle, on ne peut pas avoir une concordance à 100%, mais je crois que c'est pour cela que le CPC, le cadre permanent de concertation, a été créé. Est-ce qu'on va créer aujourd'hui une nouvelle structure ou bien tout simplement revoir, intégrer ceux qui sont à intégrer dans l'ancien cadre pour que le travail soit fait dans ce cadre-là? Je crois qu'à un moment donné, certains avaient boudé, certaines formations politiques avaient boudé ce cadre-là. Et aujourd'hui, si tel est le cas et cela s'impose, je dois dire, la concertation s'impose parce que lorsque on veut aller aux élections, on veut aborder des sujets qui sollicitent l'attention, une attention nationale, il faut plutôt le faire avec tous les acteurs majeurs. Et les acteurs majeurs, on sait aujourd'hui qu'ils sont du côté de l'opposition, comme on en trouve du côté de la majorité présidentielle. Il faut rassembler. Je crois que dans les pays démocratiques ou bien dans les pays qui se veulent démocratiques, lorsqu'il y a des sujets qui intéressent la vie de la nation au plus haut point, on sait rassembler des gens autour des gens qu'il faut, qui sont des éminences grises qu'on rassemble pour parler de ces sujets-là. Et le Togo ne fera pas, comment on le dit, exception à cette règle. Et je sais que cela se fait déjà. Et si cela se fait, il faut qu'on le fasse mieux parce que nous avons en vue des élections. Il est question de voir, par exemple, si on doit coupler certaines élections pour amoindrir les coûts Aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qu'il en est à propos de ça. Mais la date est différée. Qu'est-ce qui commande cela? Il faut qu'il y ait communication autour de ça pour que les gens puissent bien comprendre que c'est parce qu'il n'y a pas eu ceci que la date n'a pas pu être tenue. Il faut qu'il y ait communication parce que c'est des gens qui sont prises au nom du peuple. Lorsqu'on doit différer la date de 3 mois, ne serait-ce que d'un mois, ne serait-ce que de 2 jours, parce que toutes ces choses-là sont prévues d'avance et lorsque cette date ne soit pas tenue, il faut qu'on organise un battage de communication sur le sujet et pour que les gens soient édifiés sur les raisons qui fondent ces choses-là. En même temps, aujourd'hui, quand l'opposition réclame cette discussion, alors qu'il y a quelques mois, on laissait entendre que toutes les décisions étaient discutées au CPC, au sein de la CENAP, ça veut dire que l'opposition se voit fourvoyée aujourd'hui? Oui, vous savez, décider de décaler. Oui, le parti, sinon la lignée RPT Unir a toujours mené des dialogues ou bien des langages de dupes pour vous conduire jusqu'à dos au mur. Et souvent, les élections, ils l'organisent quand ils sont prêts. Ils savent qu'ils peuvent gagner ou encore créer de la zizanie au sein de la classe en face. Mais je dis aujourd'hui que là où nous sommes, comme tout le monde le dit, l'opposition est décimée. Il faut organiser des élections claires et transparentes. Il a parlé tout à l'heure de la synergie en couplant des élections. Je pense que ça fait partie des choses que nous défendons, que Tampa Express a toujours défendu depuis des années, ici même, en disant que le Togo doit harmoniser ses élections pour aller vers des élections générales. Parce que ce que ça nous coûte par élection, 25-30 milliards,
Et nous sommes dans un cycle électoral. Vous voyez, si nous avions organisé cette élection en 2025, on va encore organiser les élections présidentielles. Aujourd'hui, au moins, on va vers 2024. Pourquoi ne pas coupler avec, c'est-à-dire que ce soit l'élection législative, régionale, législative, législative et même présidentielle de 2025? Pourquoi ne pas les coupler pour en faire une seule élection comme ça se passe ailleurs? Les Togolais sont plus intelligents que ça. Donc, il faut penser au pays et non le business électoral. Aujourd'hui, je vais vous dire que quand vous prenez ce qui se passe dans les états-majors de UNIR à travers tout le territoire, c'est que les déchirements sont même profonds et je ne pense pas que ce parti va pouvoir faire la paix dans son camp pour aller à ces élections en mars 2024. On va reporter ces élections. Moi, je viens de Bassa. J'ai eu l'écho des réunions qui se sont passées, mais les gens sont à couteau tranché. Et je pense que ces rapports, quand ça va arriver... Ça, c'est la cuisine interne au parti. Oui, c'est pas la cuisine. Ça ne concerne pas le pays. Si, on parle d'élections nationales. Si, c'est ce que je vous dis, que même le parti, les oppositions au sein du parti ne permettent pas d'aller aux élections aussitôt. Si vous voyez les choses comme ça, oui. Je dis que quand le parti n'est pas prêt, on va écouter Chris sur ce que vous avez introduit durant l'antenne. C'est-à-dire que vos chers n'étant pas exprès en train de faire de la polémique là où il n'y en a pas. Et je crois que que ça se passe. Si cela se passe, si ça ne fera que plaisir aux autres partis. Je crois que... retirez votre mot de polémique. Parce que je suis... Oui, non, je ne fais pas de la polémique. Vous savez, je suis un observateur de la vie politique, c'est pas aujourd'hui. Je crois que c'est ce dont nous discutons ici aujourd'hui est plus sérieux que ce qui se passe, par exemple, à l'intérieur des états-majors. Et je crois que dans chaque état-major de parti, il y a forcément des discussions vives, il y a des dissensions, et les gens en parlent. Et les gens, ça ne se passe pas que au sein de UNI. Mais si vous voulez bien en parler, vous en parlerez, mais il faut que ce soit autour de faits précis et dont on peut parler et qui soit du factuel. Vous voyez. Mais il y a ces problèmes-là. Mais je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe au sein de UNI, mais c'est de voir comment peut-on aboutir à des élections crédibles, des élections inclusives qui se passe dans l'intérêt de tous les partis. C'est pour cela qu'on parle de cadre de concertation. Et je crois que c'est cela le sujet. Mais si un parti a des problèmes en son sein, c'est son problème. Oui, il ne sait pas faire la paix en son sein avant d'aller aux élections. On peut citer le cas des présidents d'Agboibo, le cas, il y a même l'ANC. Il y a l'ANC avec ces déchirements, le cas avec ces déchirements. C'est des pauvres, ils n'ont pas les moyens. Ce que je vous dis, quand le parti là n'est pas prêt pour gagner les élections, il ne l'organise pas. Merci d'être passé. Merci également à Chris Ega. Et merci à tous d'avoir suivi l'émission de ce samedi. On se donne rendez-vous le samedi prochain.